À l'honneur dans Studio Sport, l'alpinisme avec Éric Escoffier, auteur donc en 85 d'un enchaînement de 3 sommets de 8000 mètres, Gacherbrook 2, le 1 et le 4. Ne risquait pas de dénaturer la montagne et qu'elle ne ressemble plus qu'un à mur force de faire de la ces voix compétition. et à les répéter, vous ne les connaissez pas finalement par cœur. Le problème, c'est qu'il n'y a plus de pics qui sont inviolés, si j'ai bien compris. De toute façon, il n'y a plus de voies nouvelles à ouvrir. Ce qui est absolument fabuleux dans cette affaire, c'est que les alpinistes affrontent maintenant plutôt le chronomètre que la montagne. La toute dernière question, et l'escalade à main nue? Vous avez tous vu à la télévision ces nouveaux grimpeurs qui escaladent sans corde ni piton des parois surplombantes, accrochés seulement avec les mains et les pieds. Depuis les années 70, l'alpinisme s'est métamorphosé. L'escalade de papa est en pleine révolution culturelle. Plus légers, mieux entraînés, les grimpeurs deviennent de vrais gymnastes qui s'entraînent sur un terrain de jeu qui s'étend au-delà des montagnes. C'est en 1979 qu'un jeune alpiniste français, Patrick Béraud, escalade en quelques heures les parois les plus extrêmes. Il est le premier à appliquer en montagne ces méthodes légères et rapides, et le public découvre ses exploits à travers le film Déverse, réalisé par le cinéaste Laurent Chevalier. Très vite, les nouveaux grimpeurs ont compris que l'audiovisuel représentait un moyen essentiel à leur publicité. Et c'est en 1982 que sera consacrée l'image nouvelle de l'escalade moderne. Un garçon de 22 ans, Patrick Edlinger, apparaît sur tous les écrans de télévision. Le film de Jean-Paul Janssen, La vie au bout des doigts, est un véritable succès médiatique. Il révèle au grand public la beauté des gestes et du corps, l'apparente facilité de l'escalade, et le succès du film remplace d'une façon définitive l'image de l'alpinisme traditionnel. J'ai jamais pensé à la chute. Tu y penses, tu as toujours cette peur. Hein. La peur, c'est la réalité, c'est ce qui fait que tu vas pas tenter le truc où tu vas tomber. C'est certain, c'est évident. Je sais très bien que dans telle voie, j'ai le moyen technique au niveau des mouvements de la faire, au niveau puissance de tenir toutes les prises sans aucun problème, même si j'ai un petit équilibre de pouvoir me tenir sur une main, d'avoir un surplus d'endurance, toutes les sécurités. Mais malgré ça, tu te retrouves quand même sans corde. Et y a un truc qui fait c'est quand même un jeu avec la mort, quand même. C'est pas un jeu avec la mort, ouais. Disons que c'est le jeu avec la mort qui te permet de savoir ce que tu vaux dans ces moments-là et de savoir qui tu es. Ça te rend très humble. Tu es tout petit quand tu fais un truc comme ça. Tout petit. Tu es d'une gentillesse absolue. Tu te sens tellement petit par rapport à ce que tu vois. Je veux dire, c'est quelque chose qui te rend très humble, le solo. Tu peux pas te prendre au sérieux. Dès la première diffusion du film, nous avons constaté que nous avons révélé un héros au public qui s'est complètement entiché de ce film, à tel point que pendant des années, et encore maintenant, le public demande à revoir le film, et quand on va dans les salons ou ailleurs où on montre des cassettes de films d'aventure, le public demande toujours à voir La vie au bout des doigts. C'est un film qui a fait le tour du monde d'un seul coup. Il a été connu aussi bien à Tokyo qu'à New York. Au bout d'un an, tout le monde en parlait. Ça a été vraiment un phénomène mondial. Comment vous expliquez la différence de succès d'un film comme Des Vers avec Patrick Béraud et La vie au bout des doigts de Patrick Edlinger? La différence de succès vient du fait que, surtout, Edlinger grimpait au bout de ses doigts, comme on le dit dans le titre du film, sans aucune assurance, et qu'il était dans le vide. Et je crois que c'est ça qui a énormément frappé dans le public. Mais Edlinger avec une corde, ça aurait eu le même succès? Je ne pense pas.
Vous sentez pas, vous poussez pas un peu les jeunes à faire des choses un peu extraordinaires, simplement pour passer à la télévision? En aucune manière, j'essaye plutôt de les freiner parfois, parce qu'ils ont parfois des projets fous, et à ce moment-là, nous ne sommes pas partants. Parce que moralement, quand même, nous ne souhaitons absolument pas les pousser à faire quelque chose pour qu'ils puissent se révéler aux médias. Parce qu'ils auraient peut-être cette tendance-là, mais nous, en aucune manière, nous ne voulons créer des héros à des prix suicidaires. Donc vous n'avez pas fait exprès de fabriquer Patrick Edlinger. C'est involontaire que vous avez créé cette image médiatique. Bien, nous avons fait exprès de faire le film, mais de créer cette image médiatique, de créer un héros, nous ne l'avons pas fait exprès, et à la limite, nous ne le souhaitions pas. Je veux dire, nous ne sommes pas des fabricants de héros. Là, vraiment, il y a eu une conjonction extraordinaire entre le phénomène Edlinger et le phénomène Janssen. C'est vraiment un des rares contacts que l'on puisse voir dans le domaine du film. Ça arrive une fois de temps en temps, mais c'est vraiment assez exceptionnel. Je ne sais pas comment vous l'expliquer, c'est surtout lui. Ça a été surtout une découverte d'un phénomène extraordinaire, d'un garçon fabuleux, c'est sûr. Vous aviez confiance du phénomène que représentait Patrick Edlinger? Oui, mais que c'est eu ce succès si grand, non, je ne croyais pas à ce point-là, quoi. Mais je savais que je tenais un très bon film. On est dans le Luberon. Alors, il y a le toit de la Bédale, le DSF, la Grande Veine Bleue, le Golofou, Pepsi-Coman. Il a choisi le plus gazeux, le plus beau, le plus esthétique. En fait, cette paroi qui fait de longueur, à peu près 80-100 mètres, il a peut-être grimpé 3000 mètres en solo pour réaliser ce film. Et ça c'est fort, c'est balèze. Et c'est à la commande. Parce que quand un garçon fait du solo, c'est un jour où il le sent. Hein, c'est un état d'esprit, il l'a très bien expliqué dans le film. Il se sent une pêche d'enfer. Vraiment, où il ne peut rien lui arriver, il le fait. Est-ce qu'on peut dire que Patrick Edlinger est un bel athlète? Oui, il est sublime. Il est très, 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 très beau et j'aime bien ses cheveux longs. Je ne pourrais pas m'imaginer avec des cheveux courts. De toute façon, il a dit une fois, il faut bien que je les ai longs, ça plante mes oreilles qui sont un peu... Je trouve ça drôle. Non, il a un entraînement intense, il est magnifique, il est très bien proportionné. Et oui, il est vraiment très, très beau, c'est lorsqu'il grimpe, bien sûr. Il y en a peu, je ne sais pas quoi te dire, c'est top niveau, c'est un mental extraordinaire. Tu te rends compte ce qui fait le mental, c'est ce qui me bouleverse le plus. Je crois que éviter de tétaniser, savoir s'économiser, réfléchir. En plus, quand il peut plus, il désescalade en plus. Quelle est l'émotion que tu ressens lorsqu'il escalade sans assurance, sans corde, quand il escalade à main nue? Est-ce que tu as peur? Ouais, vraiment. Mais quand un gars est en solo comme ça, la moindre erreur, il sait qu'il tombe. Il est tellement dans son trip, dans son truc, qu'il ne peut pas tomber. Il le sait. Or, non, oui, j'ai peur, j'ai vraiment très peur, mais j'ai confiance. Il est le meilleur, hein. Enfin, il est fort. D'autres grimpeurs pratiquent l'escalade d'une façon différente. Et la plupart utilisent la corde pour assurer leur sécurité. Là, le plaisir ne réside pas dans un jeu dangereux, mais dans la recherche des beaux gestes, comme sur ces falaises italiennes, où pour Patrick Béraud, le plaisir de grimper rime avec le plaisir de la vie. Ok, Nico, va. Du mot.
Cette chute, Patrick l'a voulu, décidé, préparé. Pour lui, ce saut dans le vide est un jeu qui devient un spectacle et que l'on aime montrer. Bon, t'es toujours pas d'accord pour mettre des commentaires là, parce que toi, regarde, bon, c'était pas mal aussi comme maquette là. Tu vois, bon, on a ça. Ouais. Moi, je sais pas, je verrais quand même des commentaires pour expliquer aux gens ce que tu fais, enfin peut-être leur donner des renseignements. Non Ouais, je suis d'accord pour qu'il y ait un commentaire, mais relativement succinct, tu vois. Je peux leur faire une explication de la voie, où ça se trouve, etc. Bon, un petit texte au départ. Et après, je préfère laisser parler les images. Oui, mais on donne pas assez de clés. Nous, on a besoin, si tu veux, aux lecteurs, de leur donner plus de renseignements, non? Ouais, disons, c'est une autre manière de faire passer les choses. Moi, je sais que je préfère la faire passer directement par les images, quoi. Avec un texte, bien sûr, mais je te dis, un petit texte au début, puis après, laisser des images muettes, comme ça. Avec son copain Bernard Gianni, Patrick Béraud prépare pour le journal Vertical une séance de photos sur les falaises qui dominent Monaco. Toi, tu prends quel axe de photo? En plongée sur la... Je pense que je vais prendre en plongée sur la calcite. Tu prends principalement la calcite, quoi. On va prendre les mouvements de la calcite et puis un peu au-dessus, tu vois, les trois plus beaux mouvements. Pour moi, ça me suffit. Hein. Le coup, c'est de voir si la lumière est bonne. Montre un peu le mouvement en descendant. Ouais, le nom de la voie, c'est Périphérique Ouest. Pourquoi? C'est Eddie Boucher qui a appelé ça Périphérique Ouest. Ouais. C'est parce que tous les soirs, il prenait le Périphérique Ouest et ça avait peut-être un côté un peu sordide. Quand il est descendu la première fois dans cette voie, pareil, ça lui a fait un effet un peu sordide, un peu sale, un peu la raideur, etc. Alors, il a appelé ça Périphérique Ouest. Après, tu reviens comme ça et tu crochettes le pied par-dessus. Voilà, mais là, si tu veux, c'est excellent pour moi parce que tu sors dans le soleil et il y a le Bombay qui est dans l'ombre, ça découvre impeccable. Bon, ben. Moi, je crois que je vais rester là. Ok, Lino. Mais ok, moi, je vais descendre. Tu peux y aller, tu peux descendre. Ma motivation pour se décomposer photo, c'est surtout le gestuel, tu vois. Surtout le gestuel et l'expression. Donc la cotation, limite, je préférais qu'elle y soit pas. On a quand même un côté informatif à donner périphérie du 9, c'est quoi? 8C, 8A Non, j'en sais rien. Sais rien. J'abandonne les cotations. T'abandonnes. Évaluer la difficulté a toujours été une préoccupation pour les alpinistes. Dans l'escalade traditionnelle, les passages sont numérotés de 1 à 6. Mais ces dernières années, le 7e et le 8e degré ont fait leur apparition. Certains parlent même du 9e degré. En tant qu'observateur attentif du milieu de la montagne, comment vous avez perçu l'année 79, l'année Béraud? On l'a perçu avec un tout petit temps de retard, c'est-à-dire qu'on s'en est vraiment aperçu que c'était important à l'automne, plus que pendant l'été. Et on a tous découvert à peu près à ce moment-là Béraud, dont on parlait déjà, puisqu'il avait fait beaucoup de choses au niveau escalade, mais en falaise, et puis il a transposé ça au niveau de la montagne, il est arrivé avec les grands solos, et c'est vrai que ça a été un précurseur à ce niveau-là. On l'a senti quand même assez vite, parce que je crois que le premier interview d'importance qu'on a consacré à un grimpeur, ça a été avec Béraud. S'inspirant des méthodes d'escalade de l'alpiniste Reinhold Messner, Patrick Béraud grimpe les faces les plus dures des Alpes. Très entraîné, employant systématiquement un équipement léger, il va effectuer au cours de l'été 1979 plus de 20 ascensions extrêmes. L'hiver suivant, il répétera ses escalades dans des conditions encore plus difficiles. Et c'est pour le petit monde de l'alpinisme une véritable révolution qui commence.
D'autres grimpeurs suivront son exemple. Et son influence auprès des jeunes comme Éric Escoffier ou Christophe Profit est indéniable. C'est lui qui a été le premier à simplifier l'alpinisme. Je crois que c'était Heming qui disait dans les années 65 qu'un jour la montagne serait un stade. À cette époque, déjà, il grimpait avec Edlinger. Ben oui, puisqu'en 80, il a fait le Frad, donc avec Edlinger. Donc ils faisaient déjà une cordée, ils ont grimpé pendant un an et demi ensemble. Même 2 ans, je crois. Mais d'ailleurs, je crois que Edlinger le dit, s'il a fait ce qu'il a fait par la suite, c'est parce qu'il a rencontré Béraud. Je ne dis pas que Béraud est le maître d'Edlinger, mais c'est vrai que ça a été un modèle, sûrement. Et il ne s'en cache pas, d'ailleurs. C'est une rencontre qui a été importante, celle des deux Patrick. Ouais, on a fait pas mal d'ascensions. Qu'est-ce qui vous a séparés? Bon, séparés, bon, déjà, de toute façon, du fait que lui s'est spécialisé dans la falaise, moi j'ai pris une orientation montagne au moment du Nanga Parbat, etc. Donc déjà, naturellement, ça nous a un peu séparés. Ensuite, on habite quand même à 200 km l'un de l'autre. Et puis pour ce qui est du reste, ma foi, je sais pas, c'est la vie. C'est la vie. Est-ce que tu pratiques toujours le solo intégral? Non. Non, je le pratique si tu veux de temps en temps, bon, si je suis tout seul ou des fois même tu as envie, parce que c'est un plaisir d'être seul à travers une certaine nature, etc. C'est vraiment plaisant. Mais dans des voies où j'ai la marge, si tu veux. Alors, je parle en rocher pur. Hein. Maintenant en montagne, c'est autre chose. Peut-être j'en referai parce que, enfin d'une certaine manière, parce que peut-être, hein, j'en sais rien. Faut que tu en aies envie, il faut le sentir. Pour l'instant, ça me dit rien. Parce que c'est une aventure, bon, tu es tout seul dans cette nature immense, là, tu vis ton truc, bon, c'est un contexte très présent, très plaisant, très particulier. Si tu es motivé. Maintenant, en falaise, bon, non, comme ça, je veux dire, je vais faire une voie où j'ai vraiment de la marge, si je suis seul ou le soir, comme ça, un peu pour relaxer. Au dehors des modes et du végétariat, il apparaît pour certains comme le chef de file d'une escalade différente où la compétition est exclue. Est-ce que tu penses que tu as eu de l'influence sur Éric Escoffier ou Christophe Profit? Non, parce que comme toi, eux montent très légers, très entraînés, c'est-à-dire qu'ils mais je crois qu'on ramène tout à nous-mêmes et c'est une connerie parce que, je veux dire, avant nous, il y avait Barbier, avant nous, il y avait Preuss, avant nous, il y avait Messner, avant nous, il y avait... mais il y avait des tas de gens, et des tas de gens même qu'on ne connaît pas et qui l'ont pratiqué et qui ont fait des trucs. Il y avait Hermann Bull, et on parle encore des personnes connues. Mais à côté de ça, je suis sûr qu'il y a des personnes pas connues qui en avaient déjà fait, quoi. C'est pas... Maintenant, il y a un rapport à... Je veux dire, il y a un rapport avec les médias, c'est connu du grand public, tout ça, puis c'est traité comme un exploit. Bon, ben peut-être, pour les gens c'est un exploit, ça l'est peut-être, pour moi ça l'est pas. Tu te sens pas un peu dépassé par tous les nouveaux exploits, par tous les jeunes? Est-ce que tu crois pas que tu vas être rapidement occulté et que ta valeur marchande baissera rapidement?
C'est possible, hein, c'est possible. Surtout que j'ai jamais eu de très grande valeur marchande, du coup. C'est-à-dire, j'ai un caractère qui va pas trop dans ce sens, quoi. Je suis bloqué, si on veut, sur certains aspects. Donc, c'est fort possible, fort probable. Ça veut dire que t'es pas prêt à vendre tout? Non, non. Je crois que ça serait dommage. D'ailleurs, je pense qu'il y a assez peu de gens qui sont prêts à vendre tout. Hein. Est-ce que tu serais prêt à vendre une escalade à Paris Match, un exploit, une escalade extrême à Paris Match? Je te réponds pas à cette question. Maintenant, non, écoute, je préfère pas répondre à ça. Est-ce que tu pourrais faire du solo devant des caméras? Non. Pourquoi? Il fut un temps, oui. Il fut un temps, oui. Maintenant, non. Parce que ça ne me motive pas. Essaye, toi, de te tenir sur les montants. D'accord. Voilà. Le plus dur, c'est la mise en place. Après, ça va mieux. On a un peu l'air de crapaud, mais enfin... C'est technique. Ouais. Alors tu parles s'il avait dû venir là avec des nacelles, je te dis pas le massacre. Ça aurait coûté cher peut-être. Ah bon? Ouais, je crois. Il y a vraiment un coup de bol, l'architecte qui a conçu l'immeuble, il n'a pas prévu qu'il faudrait nettoyer les vitres. Tu vois, alors on peut pas fixer de nacelles, de trucs comme ça, il faudrait qu'il le fasse à la grue, ça serait, tu vois, un bordel infâme, quoi. Alors nous on arrive, bon on est léger et tout, tu vois, et on peut le nettoyer, quoi. C'est un créneau original, disons. On peut pas dire que ce soit tellement amusant, mais enfin bon, c'est loin d'être déplaisant quand même. Quoi. Vous faites que le lavage de vitres ou vous faites d'autres choses? Non, on fait des tas d'autres choses, quoi, tu vois. Le lavage de vitres, c'est exceptionnel. Hein. On fait surtout les travaux sur des falaises, tu vois, des trucs comme tu vois là-haut, par exemple, quand il y a des blocs qui tombent sur la route, tu vois, mettre des grillages, enfin les clouer ou les faire tomber volontairement ou des minages, enfin, tu vois, non, ça c'est varié. Quoi. Et Patrick, tu travailles souvent dans cette société? Oui, de temps en temps, c'est souvent je travaille pour eux. Bonne ambiance. Ça te fait, tu considères que c'est un appoint aussi pour vivre financièrement ou... Ah bien sûr, oui, bien sûr. Oui. C'est important comme c'est travail. important. Bon, d'abord, je travaille, bon, ça me rapporte de l'argent évidemment, et puis en plus, je travaille déclaré, donc ça me donne également la sécurité sociale et ces choses-là. Ça te gênerait qu'on te reconnaisse à laver des vitres? Ah, mais moi, j'ai pas d'image particulière. Hein. Je dirais même que c'est plutôt marrant à la limite des fois. Hein. Ah ouais. Ça m'intéresse, ça me plaît, et je suis content, et puis il faut bosser, quoi. J'espère, j'ai bien fait de te dire. Ouais, d'accord. C'est bon, je le profite. J'ai le sentiment, je me trompe peut-être, mais j'ai le sentiment que maintenant, l'issue au niveau escalade, c'est une certaine forme de compétition, laquelle j'en sais rien, mais une compétition reconnue, parce que je crois qu'au bout d'un moment, quand on a fait les voies dans tous les sens, en allant un peu plus vite, etc., personnellement, je pense qu'on ne trouve plus tout à fait ce qu'on vient chercher. Donc on a besoin d'avoir une reconnaissance, peut-être d'ordre médaille ou d'ordre financier si des gens mettent de l'argent dans les compétitions. Je crois qu'on a besoin d'avoir des repères. Et la falaise, elle offre que ces repères-là au niveau compétition. Si è conclusa la prova femminile sulla via D, la finale femminile. Bon, moi j'ai toujours été pour sur le principe parce que je pense que bon, l'être humain est fondamentalement compétitif, c'est une chose qu'il ne faut pas nier. Moi, personnellement, ça pouvait à la limite rien m'apporter de plus. Au contraire, ça j'en sais rien parce que tout reste à prouver. Donc pour moi, c'était plus une question personnelle vu que tout le monde disait que j'oserais jamais venir, de faire le pas vu que j'étais pour de venir tout simplement. Pour moi, le pas le plus dur, c'était de venir. Enfin, de venir. C'était pas le plus dur vu que je suis venu, mais c'était à la limite, pour moi, c'est que je voulais savoir si j'aurais le courage de venir. Et je suis venu pour ça. E allora, del terzo concorrente, Marco Preti. Marco è nato a Brescia nel 56. Arriva dall'alpinismo classico. Tu as des épreuves de sélection qui se passent dans un niveau 6C, 7A et 7B, dans lesquelles sont jugés, à la limite, bon il ne faut pas tomber, ça c'est une évidence, sont jugés, ce qui te départage par rapport au point de cette journée, c'est ta rapidité. Bon, la rapidité à l'escalade n'a rien à voir. Tu peux grimper très coulé, très bien et tout,
une autre personne qui va grimper complètement tremblant et vite, elle va te gagner quelques points de centième, c'est pas une compétition de vitesse et elle va te classer devant toi. Ça, je comprends pas déjà. Bravo! Après, tu as une épreuve de style. Pour moi, l'esthétique en escalade, c'est la pureté et l'économie dans le geste. C'est-à-dire, c'est utiliser vraiment, tu as l'impression que tu es une mouche sur du rocher, en toute sécurité. C'est pas les folies bergères, ou je sais pas comment ils appellent ça, avec les plumes et tout. Bon, bien grimper, d'accord, mais faire le beau, pas d'accord. Pour moi, l'esthétique en escalade, c'est pas faire du surplus. C'est le geste juste et minimum qui t'économise au maximum, qui donne une légèreté et un enchaînement. Non scherza, veramente unica, una sua eleganza. Sulla via D Stefano Alitti, sulla via B Eric Escoffier e sulla via C lo spagnolo Salvador González. Ricordiamo che le vie sono rispettivamente di queste difficoltà. La via B di difficoltà 6B+, la via C di difficoltà 7A, la via D di difficoltà 7B. Ed è arrivato al punto di sosta Eric Escoffier con una rapida... Eric, t'es venu dans quel but à la compétition? Eh bien, d'abord, j'ai toujours été pour la compétition dès que le mouvement compétitif a commencé, donc je me devais de venir à cette compétition. Oui. Bon, là, il se trouve qu'il y en a deux, donc coup sur coup. J'aurais aimé participer à celle des Pyrénées en France au mois de septembre, mais je serai en Himalaya, donc... Et cet échec, ça représente quoi pour toi? Eh bien, cet échec, c'est un demi-échec dans la mesure où je savais que je venais là un peu mal préparé, du fait justement de ma polyvalence. Et quand on veut trouver un financement pour partir en expé, il est très difficile de mener de front un entraînement, je dirais, physique et permanent comme le demande l'escalade. Et aujourd'hui, l'escalade de top niveau, c'est tous les jours. C'est vrai que sur une compétition, on peut dire que c'est peut-être un coup de chance, un coup de malchance, alors que sur 2 ou 3 compétitions à la suite, c'est forcément le meilleur qui gagne. Tu as l'espoir de te rattraper alors? J'espère bien me rattraper à Bardonnec ou peut-être l'année prochaine, quand j'aurai peut-être fait le vide sur l'Himalaya, à ce moment-là, je mettrai le paquet sur la falaise. Solo 3 concorrenti hanno raggiunto il punto più alto. E come prevede il regolamento ci dovrà essere uno spareggio su una super finale prevista sull'itinerario E. Intanto si stanno preparando anche gli uomini da portare la Second try for Ben Moon. Seconde tentative. C'était le soir. Pour Ben Moon. Tu fais un championnat de cette importance. Je veux dire, physiologiquement, tu te réveilles, le corps se réveille à 2h de l'après-midi. On le sait, ça fait des années, ça fait 10 ans qu'on grimpe en faisant des trucs durs l'après-midi. À 9h du matin, tu arrives à 8h, tu fais pas de déjeuner, ils te disent qu'il faut partir. Je suis même pas échauffé, je vais me faire une tendinite. C'est aberrant. Complètement aberrant. Patrick Eslinger is one of the most famous climbers in the world and one of the first free climbers. He climbed the 8A on site in the USA last year, and he often climbs in Verdun, where he succeeded doing free Chrysalis, Set BC, and Fair Rear. Silenzio per cortesia. Bon, moi, l'escalade, c'est une discipline que j'aime. J'ai pas envie qu'elle soit salie. Et donc, j'aimerais bien que les compétitions soient représentatives de ce qu'on fait. Mais disons que moi, honnêtement, je m'étais préparé différemment et j'attendais autre chose. J'attendais vraiment autre chose. T'es déçu, un peu? Ouais, je suis déçu parce que ouais, c'est ça, tu es déçu quand tu imagines autre chose. Moi, j'imaginais une finale
une finale sur une voie qui demandait de l'intuition. Du à vue, c'est de l'intuition, de la résistance, de la force, de l'économie, de la concentration, et pas du tout un truc où tu fais boum boum et c'est fini, je veux dire. Silenzio per favore. Ouais, ça m'a déçu. Mais pas du tout du fait, bon, à la limite, de que ça soit mal passé pour moi. Pareil, et puis me dire, oh, tous ces gens t'ont vu comme ça j'en ai rien à faire. Mais déçu de t'investir une compétition, tu t'investis toute une période pour t'y préparer, et puis en fait, tu t'aperçois que tu t'es préparé pour un truc différent. Tu prends mes chaussures? Ma foi, si l'escalade, ça devient une épreuve de musculation, moi, personnellement, ça m'intéresse pas. À la limite, les gens, le grand public qui t'apprécient pas au niveau de ce que tu fais sur un plan physique uniquement que sur du rocher. Je pense qu'ils t'apprécient parce que ce que tu fais, je parle du cas de l'escalade, hein, parce que l'escalade, je pense qu'ils ont compris que c'était un mode de vie, c'était autre chose, c'était un art de vivre. Et ils t'apprécient plus pour le personnage et ce que tu représentes. Alors à la limite, venir à une compétition, quoi qu'il arrive, parce que ça se joue sur une journée, c'est la première, tu as une pression qui est... C'est plus facile d'être challenger. Hein. Moi, j'étais comme ça aujourd'hui. J'ai mangé exactement la même chose, j'ai perdu exactement 6 kilos en 2 jours, de stress. Je suis comme tout le monde, hein. Puis j'essaie de le dominer, je ne montre pas, c'est parce que bon, j'aime bien être digne de moi, quoi. Je pense que c'était plus important donc d'accepter de venir et de prouver que justement c'est plus dur de perdre ta vie en solo. Le simple fait de perdre une compétition qui fait que bon ben voilà, tu remets tout sur table. Les compétitions se suivent mais ne se ressemblent pas. Une semaine plus tard, au cours des épreuves de Bardonecchia, Patrick Edlinger s'imposera comme le meilleur grimpeur de son époque. Il domine tous les concurrents et remporte la première place, toutes catégories confondues. Le pari d'essayer de tenir un top niveau le plus longtemps possible, ça m'intéresse. Ça m'intéresse parce que ça remet des choses en question sans arrêt. C'est sans arrêt une vision différente des choses qui fait que tu vas pouvoir continuer à tenir, en plus avec toutes les agressions qu'il y a, toute la mesquinerie qu'il y a. C'est un pari, c'est dur, mais enfin bon, moi ça m'occupe, quoi. Je veux dire, la vie, il faut s'occuper, ça m'occupe. Grandissimo applauso per Patrick Edlinger. Edlinger part pratiquement tout nu et il monte comme un oiseau en fait. Et c'est ça qui nous avait séduit tout de suite. Il était jeune, il était physiquement séduisant, il avait une fraîcheur que n'ont pas beaucoup de sportifs. Il ressemblait à nos lecteurs. Parce que dès le numéro 2, on a vu que la moitié de nos lecteurs, c'est-à-dire quand même 1 600 000 lecteurs, avaient entre 20 et 25 ans. Donc Edlinger, nous l'avons intégré au début du sommaire parce qu'il représente exactement le concept idéal de New Look. Il avait la puissance et la grâce. Et d'ailleurs, on l'a monté comme un sujet charme. Tenez, je peux vous montrer. Si vous regardez ce cadrage et celui-ci, on s'approche exactement d'Edlinger comme on s'approche de toute autre personne et comme on aurait fait un sujet avec Nureyev, par exemple. Il est physiquement admirable. Il aurait tenté Michel-Ange, qui, contrairement à ce qu'on a dit, n'aimait pas toujours les gros gabarits. Il est admirablement fait. Alors je vois déjà des sourires dans la salle. On ne fait pas samouraï du pied, pas du tout. Parce que son geste est héroïque et viril. Il n'y a pas d'ambiguïté du tout. Et ses attitudes sont des attitudes que peut avoir un danseur, un torero, enfin tout sportif qui accomplit un niveau de très très haute qualité. C'est pour ça qu'il nous a séduits. C'est des sujets à 20 briques. Ils ne sont pas tous de ce prix-là, il y en a des plus chers. Et ça rapporte aussi aux sportifs? Lui, c'est son métier, il ne s'en cache pas, il en vit, il ne pourra pas grimper jusqu'à 95 ans avec sa félinité, donc il est normal qu'il en vive, et ce qui lui permet de rechercher et de réussir d'autres exploits. Il nourrit sa propre aventure. Est-ce qu'il a aimé le résultat du reportage? Je vais vous dire une chose extrêmement simple, je n'en sais rien. Et je vais dire à la limite, je m'en fiche. Ben, New Look, en fait, je m'y suis retrouvé par hasard, moi, hein, toutes ces choses-là. Bon, les gens imaginent un tas de choses. Moi, un moment, Paris Match m'a proposé de faire un reportage sur moi en allant au Mali. Je leur ai dit, ma foi, oui, ça m'intéresse. En plus, bon, moi, j'avais pas les moyens d'aller au Mali. Ça nous a permis, j'ai amené 5-6 copains d'aller faire un voyage au Mali. Il fallait ces gens-là donc pour l'assurance ou ces choses-là et tout. On s'est fait un petit voyage là-bas sympa et tout. En échange de quoi, Paris Match avait l'exclusivité des photos. Après, tu rentres et puis un jour, tu as des copains qui te disent tiens, c'est dans New Look parce que New Look, c'est Philippe Aki, c'est le même groupe, mais toi, tu n'as rien à dire, tu n'as pas droit là-dessus, tu n'as rien du tout, tu es exploité à 100% et puis c'est comme ça. Et tu es le premier surpris. Les gens le savent avant toi et toi, tu ouvres le bouquin un jour parce qu'on te l'a amené, que ce soit New Look ou le reste. T'as quand même gagné de l'argent, j'imagine, non? Il y a eu un sur contrat, cette opération-là. sur cette opération.
Non, tu sais, moi je suis pas quelqu'un d'argent. Maintenant, bon, je veux dire, les choses sont différentes, c'est pour ça que j'ai pris un agent, parce que moi je sais pas discuter argent, c'est pas une des choses qui m'intéresse, j'en ai besoin comme tout le monde. Mais si j'avais dû gagner l'argent que j'aurais dû gagner par rapport à toutes les opérations qui sont passées sur mon nom, je crois que j'aurais un avenir plus qu'assuré à l'heure actuelle, et c'est loin d'être le cas. Gilles, est-ce qu'il y a de la place au niveau des médias pour plusieurs grimpeurs? Au niveau des médias spécialisés, oui. Au niveau des grands médias, non. Je pense qu'il faut qu'il y ait... Bon, chaque époque a eu quelques alpinistes très connus, 1, 2, 3 maximum, et puis c'est tout. Et là, actuellement, je pense qu'il n'y a pas de place pour 10 grimpeurs de haut niveau ou 10 alpinistes de haut niveau. Je pense pas, non. Je pense qu'il faut un Profy, un Edlinger, et puis déjà là, il y a presque saturation. Comme Patrick Edlinger sur les falaises, Christophe Profy s'est imposé aux médias comme l'alpiniste le plus important de la nouvelle génération. Athlète remarquable, au sang-froid extraordinaire, il accomplit en solitaire les ascensions les plus difficiles. Inconnu du grand public en 1984, nous l'avons suivi dans l'une de ses premières aventures, la tentative en hiver et dans la journée de la face nord de l'Eguerre. Christophe, dans quelques jours, tu vas faire un exploit. Est-ce que tu peux nous en parler? Bon, tu utilises le mot exploit, je le comprends, c'est une face qui fait 800 mètres de haut, c'est la face Nordliger. Elle a une histoire, les tentatives ont été longues et parfois dramatiques. Moi, je tiens tout de suite à mettre les choses au clair. Pour moi, ça ne constitue en aucun cas un exploit. J'y vais pour faire une performance sportive. Ce n'est pas un exploit d'abord parce que ça a été fait au moins 2 fois en solitaire par un Japonais et par un Français en 8 et 6 jours. Mais ces personnes sont parties avec des gros sacs, donc effectivement, ils devaient bivouaquer. Moi, je vais partir sans rien avec un sac qui va faire moins de 3 kilos. Et effectivement, le mot éclaté, je pense, traduit tout à fait ce que je vais ressentir. C'est-à-dire que je vais enchaîner des passages sur 1800 mètres d'eau assez rapidement et sortir en fin d'après-midi au sommet. La face Nordliger, elle fait 1800 mètres, c'est surtout une face glaciaire. Il y a quelques passages rocheux. C'est une face qui est réputée pour être délitée, c'est du calcaire, c'est très friable. Par contre, l'hiver, c'est totalement différent. Bon, l'été, c'est une face qui est dangereuse, il y a des chutes de pierre. L'hiver, tout est plâtré par la neige, par la glace, ce qui fait qu'il y a très peu de chutes de pierre, tout tient. Donc ça en fait une face tout de même relativement solide. En gros, la face se divise en 2 parties. Elle fait donc 1800 mètres. La première partie, c'est une succession de 3 névés en glace, qui sont donc pas trop difficiles, donc qui mènent jusqu'à la moitié de la face. La deuxième partie est une partie essentiellement rocheuse, qui se raidit, donc qui est beaucoup plus raide, avec des passages mixtes, des passages en glace, et puis donc les fissures de sortie qui mènent jusqu'au sommet. Voilà, ça c'est l'élément clé un peu de ce que j'emporte, de mon matériel. Une paire de crampons et 2 engins. Alors c'est ce qu'on appelle un peu dans le jargon de l'alpinisme les bêtes à grimper. Une paire de crampons ultra légers, donc comme c'est une voie glaciaire, je dois donc avoir des pointes avant pour m'agripper sur la glace. Et 2 engins donc ultra légers, dont un en fibre de carbone. Effectivement, ce ne sont plus les engins d'antan, les Alpenstock, qui sont assez longs. C'est des trucs donc très techniques, ultra légers, qui permettent donc de gravir des passages extrêmes avec bien sûr un maximum d'efficacité. Une erreur donc de la part de ces engins, enfin donc de ma part, effectivement, étant donné que je n'ai aucune assurance, il n'y a pas d'autre issue possible, c'est la chute. Alors Christophe, ce vol, qu'est-ce que ça a donné? Demain, je crois que ça va être démoniaque, c'est super. Il y a 2 passages qui m'inquiétaient. C'est le passage entre le premier et le deuxième névé, une goulotte qui est en condition. Et surtout le passage clé de la rampe, il y a souvent un goulet de neige donc à cette époque. Et là, il y a encore un peu de glace, mais le goulet n'existe pas. Alors je pense que ça va être complètement génial demain, c'est en bonne condition. J'ai un sac qui fait à peu près moins de 3 kilos. J'ai donc le sac, j'ai une corde donc, qui peut me servir en cas de difficulté. J'ai un peu de boisson, quelques trucs donc, pour me nourrir dans la paroi. Voilà, ça c'est tout ce que j'ai dans le sac, ça fait moins de 3 kilos. J'ai absolument rien d'autre. C'est un véritable coup de poker alors? Coup de poker, ouais, je pense que tu as trouvé le mot. C'est sûr que c'était... Bon, c'est peut-être un mot qui va refroidir, je pense, pas mal de gens. Mais j'ai pas d'autre solution. Je peux pas envisager cette phase donc, de partir avec un sac d'une dizaine de kilos parce que je suis pas une bête, hein, je suis
Je suis pas une machine à grimper, je vais vite, mais je peux pas être chargé de plus de 10 kilos donc sur mon dos. Alors effectivement, coup de poker, s'il y a un coup de mauvais temps, si je dois bivouaquer, si je dois me faire de la flotte, j'ai absolument rien donc pour survivre, ce qui fait que je dois sortir absolument dans la journée. Coup de poker, ça l'est pour des gens, pas pour moi. J'ai choisi cette voie qui est l'alpinisme et donc je veux en vivre à 100%. Donc j'ai besoin des médias, ils sont là. Je pense pas qu'ils ne viennent d'abord pour utiliser éventuellement le côté morbide parce qu'effectivement il peut y arriver n'importe quoi. Le plus dur effectivement ce serait ma chute. Effectivement c'est une opération qui pourrait être utilisée assez facilement. Non, je pense que... Enfin, pour moi, c'est très clair dans ma tête. Je convoque les médias. Je pense qu'ils viennent ici pour faire un truc qui peut être super. Et des deux côtés, donc je pense que tout le monde s'y retrouve. Bon, comme un artiste, il est évident que ça m'intéresse beaucoup d'essayer d'avoir des images, de montrer un peu ce que je fais au public, à ceux que j'aime. Je vois pas pourquoi je le garderais pour moi, pourquoi je ferais ce truc-là tout seul, donc sans que personne soit au courant. Je pense que tout artiste a besoin des gens qui le reconnaissent, qui l'admirent un peu. Et pour faire des projets de cette envergure, je pense que c'est un peu primordial. Il ne faut pas se leurrer. Je veux être honnête à ce niveau-là. Ben ça y est, là je suis prêt. Je vais rejoindre le pied de la face, je n'ai pas bien pour bien longtemps. Les conditions l'air bonnes, la météo est super et puis surtout je pense que ça va bien geler. Mais quelle heure est-il à peu près là? Quelle heure il est là? Il doit être à peu près, je sais pas, il est bientôt 4 heures, je vais y aller tranquillement, ce qui fait que je vais attaquer au lever du jour. Vers 6h30, 7h, là je vais y aller tranquillement sans me presser. Je vais lancer la machine dès que je serai au pied de la face. Bien, bon courage et bonne chance. Ouais, je pense que ça ira. À tout à l'heure, en fin d'après-midi. En fin d'après-midi. Salut Christophe. Ok, à bientôt. Très impressionné justement par cet engagement absolument fantastique d'un type tout seul là-dedans face à ces verticalités. Moi je trouve ça absolument fabuleux. Et j'ai très peur pour lui quand je vois ça. Est-ce qu'on n'est pas un peu complice le fait de le filmer comme ça? Est-ce qu'on ne se sent pas responsable s'il y avait le moindre problème, le moindre accident? Je sais pas si vraiment il y a... Est-ce que lui-même souhaite qu'on soit là d'un côté, par conséquent nous on est là, il existe parce que nous aussi, je sais pas, est-ce qu'on est là pour attendre qu'il tombe, je crois pas vraiment. Bon c'est clair qu'il y a quelque part, moi le caméraman, je me dis si le mec il tombe et puis que je suis pas là en train de tourner quand il tombe, je vais regretter quelque chose. C'est horrible à dire mais c'est peut-être quelque chose comme ça aussi, ouais. Non mais je pense qu'on peut pas être responsable de son ascension. Je veux dire c'est lui qui l'a organisé, nous on est là pour rendre compte aux gens et je pense que c'est fantastique de pouvoir rendre compte d'une telle ascension. On est en train d'assister à une mutation dans ce sport ou dans ce domaine. On a passé de l'alpinisme traditionnel à un nouveau style d'alpinisme et ça se passe chez nous, on en profite et je pense que c'est fabuleux de voir quelqu'un grimper avec ses mains.
L'équipage d'un transal français qui transportait du aide humanitaire est pris en otage par des rebelles. Après 1 an de grève, le syndicat des mineurs anglais décide la reprise du travail. TF1, 20h, Bruno Mazur. Madame, Monsieur, bonsoir. Avant de développer toutes ces informations peu réjouissantes ou même inquiétantes, je vous propose de prendre de la hauteur avec le récit d'un authentique exploit. Un exploit réalisé par un alpiniste de 24 ans, Christophe Proffi, qui a réussi l'ascension de la face nord de l'Eiger, en Suisse allemande, l'un des sommets les plus difficiles des Alpes, en 10 heures et sans pratiquement aucun équipement. Le récit de Denis Vincenti. 10 heures du matin, à 3000 mètres, accroché à la paroi, perdu dans les glaciers, Christophe Proffi s'attaque au mont Eiger, le mont Ogre qui a déjà tué plusieurs dizaines d'alpinistes. La météo prévoit une grosse aggravation. Christophe ne veut pas s'en préoccuper. Impossible de s'arrêter. L'alpiniste n'est pas encordé, il n'a que 2 piolets et des chaussures à crampons. Au moindre éboulement, à la moindre défaillance, c'est une chute fatale. Une seule obsession pour Christophe, grimper le plus vite possible pour atteindre le sommet qui est à près de 4000 mètres. Le dernier record a été établi à 5 jours. Christophe veut prouver qu'il mettra moins de 24 heures. À 100 mètres du sommet, le mauvais temps vient défier le sportif. Les vents de travers soufflent à 100 km/h. C'est trop dommage si près du but. Le visage de Christophe est piqué par la neige. Il ne voit plus rien, ou plutôt oui, le sommet qui approche. 15 heures, Christophe Proffi vient de réaliser l'ascension du mont Eiger en 10 heures. Il vient de pulvériser le précédent record. Première impression, j'ai qu'un seul mot à dire, c'était complètement démoniaque. Vu les conditions, vu le vent qu'il y avait en sortant au sommet, ça a rendu bien sûr les passages les plus techniques très délicats. J'ai qu'un seul mot, c'était fou, démoniaque, c'était super. Qu'est-ce que vous pensez que certains grimpeurs convoquent la presse avant de faire leurs exploits? Je trouve d'abord que c'est très fort parce que s'ils arrivent à faire leurs exploits au moment où ils ont convoqué la presse, je trouve que c'est déjà au niveau technique, au niveau de leur force alpine, c'est quelque chose d'impressionnant. Je trouve que, bon, je crois que c'est Bonatti qui en avait parlé, il se refusait quand même de vraiment convoquer la presse le jour J parce qu'il y a plein de paramètres qui interviennent, ne serait-ce que le mauvais temps. Donc déjà c'est un risque qu'ils prennent. Maintenant, je crois que certains grimpeurs ont vraiment passé le pas par rapport à la grande presse, c'est-à-dire qu'effectivement ils n'hésitent pas à la convoquer, ils n'hésitent pas à faire gérer des coûts en fonction de la presse. Je pense que par exemple ce qu'a fait Proffi, c'est quelque chose d'important, mais c'est aussi un coût médiatique important. Donc déjà dans le choix de l'objectif, il y a un choix qui va en fonction des grands médias. Maintenant, je pense que la plupart des grimpeurs ne sont pas encore tout à fait mûrs par rapport à la médiatisation, c'est-à-dire qu'ils hésitent un peu à aller solliciter vraiment, franchement, les médias parce qu'il y a une pression du milieu qui existe, qui fait que, bon, c'est un peu puant, entre guillemets, on fait parler de soi, mais c'est pas bien beau tout ça, enfin bon, il faut mieux rester en petit milieu. Il y a des gens qui voudraient protéger, en fait, leur discipline, qui est l'escalade. Il faudrait qu'on en parle parce que ça les valorise, mais pas trop, parce qu'à ce moment-là, il y a trop de gens qui viennent, ou bien il y a des gens qui tirent trop la couverture à eux. Et puis dans ce journal, nous reviendrons sur l'exploit de l'alpiniste Christophe Proffi avec le commentaire du guide René de Maison. En fait, c'est beaucoup plus que l'exploit. Il y a l'engagement de la vie qu'il n'y a pas ailleurs. Et ça fait toute la différence. En dehors du don, de l'effort physique, de l'endurance, la rapidité, il engage la vie, il joue la vie. Vous vous sentez différent des Walter Bonatti, des René de Maison, de tout l'alpinisme traditionnel? Non, absolument pas. Dans l'ensemble, je pense qu'on a tout à fait la même conception de la montagne. On est tous amoureux de la montagne. Il y a simplement quelques trucs qui diffèrent. Alors qu'est-ce que c'est? C'est essentiellement l'entraînement et puis le matériel. On arrive au pied d'une face plus entraînée qui nous permet donc de faire des horaires bien sûr plus rapides, mais surtout d'aborder la montagne avec un moral différent. Mais je veux dire, dans l'ensemble, la conception est la même. Un Bonatti ou un De Maison ou un Rebuffa, je pense, on a tous les mêmes ressentiments vis-à-vis de la montagne, les mêmes sentiments vis-à-vis de la montagne. C'est-à-dire un amour de la montagne, une passion de la montagne? Un amour de la montagne, une passion, c'est évident. Une envie surtout de se confronter à ce monde mystérieux. Une envie de se défoncer, si on peut utiliser le mot. Une envie effectivement de trouver, d'être pleinement heureux dans ce milieu. Entre grimpeurs extrêmes,
Vous voyez, vous vous parlez, vous déjeunez ensemble? Est-ce qu'il y a une amitié entre vous ou au contraire c'est chacun pour soi et chacun dans son coin? Non, ça je veux dire c'est un peu regrettable. Je veux dire au top niveau actuellement, au niveau des grimpeurs français, c'est chacun dans son coin, chacun pour sa peau. Pourquoi d'après toi? Parce qu'on essaie tous d'en vivre, on a tous axé notre vie là-dessus. Et il se passe un truc tout simple, c'est que ce qui nous permet d'en vivre, évidemment, c'est d'avoir un nom, d'être reconnu vis-à-vis des marques. Il est donc évident qu'on essaie de... C'est sûr, c'est un peu dommage que ça se passe comme ça, mais étant donné qu'il n'y a pas de structure, je crois qu'on peut le dire tout bêtement, c'est chacun pour sa peau. Il n'y a pas d'autre solution. Monter et descendre dans une journée, c'est impressionnant, je ne peux pas dire plus. Et on voudrait vraiment vous féliciter, à vous et à votre équipe, pour ce que vous avez fait. Nous avons pu suivre avec les hélicoptères, avec les jumelles, on a vu de petites choses, pas grand-chose, mais ça nous a tous tellement impressionnés. Félicitations à tout le monde. Et à vous surtout. Hein. Pour Christophe, l'aventure ne s'arrête pas là. Au cours de l'été qui suit, il réalise un exploit qui marquera une date importante dans l'histoire de l'alpinisme. En 24 heures, il va gravir les 3 sommets les plus difficiles des Alpes, la face nord du Cervin, de l'Eguerre et des Grandes Jorasses. À la même époque, en Himalaya, Éric Escoffier, un alpiniste lyonnais de 22 ans, gravit les uns après les autres 3 sommets de plus de 8000 mètres. L'hiver suivant les réunira donc tous les deux pour une compétition acharnée sous l'œil attentif des médias. Radio, télé, presse quotidienne, la mobilisation aura été quasi générale, faisant peser sur Profit et Escoffier une pression certaine, même si un Christophe Profit semble s'en être détaché. Il y a une équipe d'Europe 1, il y a une équipe d'Antenne 2, vous êtes là. On tourne un film en 35 mm aussi avec Reichenbach, ça fait beaucoup de monde. Et il est clair que bon, je suis forcément tendu, mais je voudrais vous dire simplement une seule chose, c'est que c'est vraiment une compétition par rapport à moi-même. C'est-à-dire que j'y vais pour prouver absolument rien du tout. Si demain matin je ne me sens pas, je n'irai pas. Si le vent n'est pas bon au sommet des Joras, je ne sauterai pas. Mais je le répète encore, je n'estime pas avoir de concurrents et c'est pas une compétition que je fais. Ce sont des projets autant pour l'un que pour l'autre qui sont relativement anciens et ce sont des vieux rêves et donc c'est plus des projets qui nous tiennent à cœur personnellement et ce n'est pas du tout par rivalité que l'on s'engage là-dedans. Un concurrent, un rival, il faut avoir les mêmes bases. Je veux dire, un sauteur à la perche ou un sauteur en hauteur, ils ont tous des bases communes. Et je crois qu'Éric et moi, nous n'avons pas les mêmes bases, notamment celle de l'hélicoptère. Il est clair que si je ne peux pas sauter des Joras, on dira peut-être que c'est un échec, mais je ne me ferai pas treuiller au sommet des Joras. Donc partant de ce principe, nous n'avons pas les mêmes bases, donc nous ne sommes pas concurrents. Loin de ce brouhaha médiatique, de cette concurrence larvée, Jean-Marc Boivin a exprimé toute sa classe. Il a réalisé un véritable exploit. 20 heures pour gravir 4 faces nord, soit 3500 mètres d'escalade glaciaire extrême, un exploit placé sous le signe du plaisir et détaché de tout esprit de compétition. Ce qui te plaît le plus, alors, c'est l'innovation ou la compétition? Oh, plutôt l'innovation, c'est toujours essayer de faire quelque chose de neuf. Une fois qu'on a fait les enchaînements, d'un enchaînement à l'autre, c'est toujours pareil en fait. Bon, il reste enchaîner 2 voies, puis 3 voies, 4 voies, 5 voies, mais le but en lui-même reste le même et bon, il ne reste plus que la performance, la compétition si on veut. Alors que là, il y a autre chose, il y a l'imagination qui entre en ligne de compte. Il y a l'imagination et le plaisir. Et le plaisir aussi, ouais, beaucoup le plaisir, c'est important, c'est sûr. S'il n'y a plus de plaisir, moi j'arrêterai tout de suite, c'est sûr.